Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Significant and intense neurological exams by a neurologist. In each case, as recent as February. And they say I'm in good shape, okay? Although I do have a little problem with my left foot because it's not as sensitive because I broke my foot and didn't wear the boot. But I'm good. On a devant nous, en tout cas, certainement un président américain combatif qui ne veut pas laisser sa place et qui, quand est venue l'occasion, on espérait tous qu'il dise bien que je dois reconnaître que, puis on s'attendait à ce qu'il parle peut-être d'une certaine forme de problèmes liés à son âge, peut-être. Et malheureusement, il est tombé sur sa cheville, sur le fait qu'il n'avait pas porté la botte de protection. On va discuter de l'état de santé, de ce qu'on peut deviner, de ce qui se produit actuellement chez Joe Biden avec quelqu'un qui s'y connaît, professeur en neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta, Dr. Julien Cavanagh. Bonjour, Dr. Cavanagh. Bonjour. Dites-moi, quand vous voyez constamment des cas de maladies neurologiques, certaines reliées au vieillissement, est-ce que la situation de M. Biden est commune, à tout le moins, chez un homme de cet âge? Oui, alors ça, c'est absolument commun. On a, dans la population nord-américaine, plus l'espérance de vie augmente, même si elle diminue un petit peu aux États-Unis, une augmentation du nombre de maladies neurodégénératives parce qu'elles sont intimement liées à l'âge. Donc il n'y a pas grand-chose de surprenant si on prend un Américain début octogénaire de ce qu'on voit chez le président Biden. Ça, rien d'ébouriffant dans cette présentation-là. Vous faites partie, Dr. Cavanagh, des gens qui ont analysé son discours, oui, en conférence de presse, qui était une étape très distinctive du débat. Lorsqu'on a vu M. Biden avec Donald Trump en débat, tout le monde a fait comme ça n'a pas de bon sens. L'état du président n'est pas compatible avec la tension, avec la responsabilité d'être président des États-Unis. Comment expliquer qu'il était à ce point quand même beaucoup mieux hier soir que lors du débat en question? Alors, pour décortiquer un peu ce qu'on a vu pendant le débat et puis après ce qu'on a vu hier à la conférence de presse, c'est quand même très très différent. Une des premières choses que j'ai notées dès son entrée en scène le jour du débat, c'est qu'il était particulièrement hypomimique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'expression faciale, qu'il souriait très peu, qui lui donnait cet air un peu hagard, sans expression, alors qu'un homme politique en général, mais le président Biden en particulier, communique non verbalement avec son sourire, avec ses expressions faciales, avec ses clins d'œil, avec son sourire en coin, etc., qui sont assez légendaires, et qui avait complètement disparu le soir du débat. Donc ça, c'était quand même la première chose. Hier soir, ça, c'était revenu. Il y avait aussi, le soir du débat, une hypophonie, c'est-à-dire qu'il n'arrivait absolument pas à projeter sa voix. Alors, on a dit qu'il avait une rhinopharyngite, et sans doute ça peut expliquer une partie de ça, mais on note quand même que depuis quelques mois, voire quelques années, sa voix qu'il a l'habitude de projeter sur la gamme de laquelle il a l'habitude de pianoter, où on le voit parfois susurrer, chuchoter pour affirmer quelque chose de très fort, et puis voire déclamer comme il l'a fait un peu hier, cette façon de projeter sa voix a clairement diminué au fil des années. C'est normal chez toutes les personnes qui prennent de l'âge, mais parfois ça peut être un symptôme neurologique. Et puis sans doute le plus important, c'était cette bradyphrénie, c'est-à-dire cette lenteur de la pensée, cet effilochement complet qu'on voyait le jour du débat, et qui là, hier, avait complètement disparu, puisqu'il a réussi à articuler de façon assez fluide un certain nombre d'idées très complexes sur la politique internationale, etc., etc. Et puis la mémoire, où il avait, en tout cas en termes d'acquisition immédiate dans la mémoire de travail, était capable d'assimiler une question ou deux la plupart du temps. En revanche, il y avait parfois un peu un manque du mot ou un mot pour un autre qu'on n'a pas tellement vu, tellement il y avait d'autres choses le soir du débat, mais qui sont revenus un peu plus à la surface hier. Oui, et d'ailleurs, ce qui a été très remarqué, c'est évidemment, je pense même qu'on a l'extrait, et je tiens à dire en amont qu'il faut, je crois qu'il ne faut pas faire de l'âgisme relativement au président américain, dans le sens qu'il a le droit d'avoir l'âge qu'il a. Mais c'est malheureusement sur des mots spectaculaires, sur une occasion très mal choisie, si on peut dire, qu'il a fait une erreur importante. On l'écoute.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. And now I want to hand it. Bon, en tout cas, une des grandes, ça prend beaucoup de vivacité d'esprit pour rattraper une erreur. Faire une erreur, c'est inquiétant peut-être, mais la rattraper comme il l'a fait, c'est quand même rassurant, ça, non? Alors là, il s'en est plutôt bien sorti. On dit tous un mot pour un autre. Vous savez, un des plus grands neurologues de tous les temps, c'est Sigmund Freud, qui a écrit des tas d'ouvrages sur le lapsus, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire, est-ce qu'il est un symptôme neurologique ou est-ce qu'il est plutôt un symptôme psychopathologique. Donc on peut disserter des années entières sur la signification d'un lapsus. Moi, je trouve que c'est plus un vrai lapsus qu'autre chose au sens freudien du terme, plus qu'un problème de... Intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, Dr. Kavanagh. Vous croyez que cette erreur qui a été si remarquée tient plus de l'ordre de la psychologie que d'un problème de neurologie? En tout cas, on peut sérieusement se poser la question. Il est à l'OTAN, il est avec Vladimir Zelensky, dans une situation de très très haut vol, donc avoir un peu l'anxiété qui vous rattrape dans une situation comme ça, et surtout en le remarquant immédiatement, oui, on peut carrément poser la question, est-ce que c'est pas plus un lapsus freudien qu'autre chose? Il a peut-être de la même nature, et le lapsus où il a parlé de sa vice-présidente Trump, et que là, il ne s'est pas rattrapé, il n'a pas eu l'air de s'en rendre compte, et évidemment, c'était au début de la conférence de presse. En tout cas, ce que je dirais, c'est que ces lapsus sont très communs, qui sont un peu plus fréquents avec l'âge, certes, mais qu'ils ne pointent pas en particulier vers une maladie neurodégénérative et encore moins vers une maladie neurodégénérative spécifique. Donc c'est plus un lapsus qu'une erreur paraphasique, même si les experts pourraient débattre. Et puis ce qu'on entend, moi je ne suis pas un proche du président Biden, mais ce qu'on entend quand même dans les gens qui le connaissent depuis très très longtemps, c'est que ce type de lapsus, Biden a fait ça toute sa vie. Oui, effectivement, on a même évoqué qu'il y a eu des périodes où on le trouvait plus bègue un peu que d'autres. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses en tête, mais ceci dit, évidemment, on ne peut pas éviter la question, surtout suite au débat, parce que la question du débat, c'est qu'il était dans une période où il était incapable de contrôler les symptômes que vous nous décrivez scientifiquement. Est-ce que ça peut aller en s'aggravant, ce genre cette perte de contrôle, cette perte d'énergie qu'il avait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre qui va se reproduire davantage, ou comment expliquer qu'il soit capable de maîtriser ça? Après ça, on pourra parler de sa psychologie, pourquoi il ne le reconnaît pas. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter que des situations comme celle qu'on a vécues durant le débat, créant un malaise mondial pour un monsieur qui a quand même tout fait pour bien faire les choses, tout le monde s'est dit, mais il ne pourra pas assumer ce travail-là pendant 4 ans? Alors, déjà, il y a la question du diagnostic, et on ne peut pas se livrer à faire un diagnostic, tout simplement parce que pour faire un diagnostic précis, il faut examiner le malade, il faut prendre l'histoire qui n'est pas simplement ce qu'on voit à la télévision, mais dans son intimité, et puis peut-être des examens complémentaires. Donc pour l'instant, on ne peut faire que ce qu'on faisait un peu, vous et moi, il y a quelques minutes, c'est-à-dire d'un peu disséquer les différents symptômes. Mais ce qui semble être le cas, quel que soit le diagnostic, s'il y en a un ou pas, qui sous-tendent tous ces épisodes, c'est qu'il y a quand même un peu quelque chose qui est de l'ordre du on, du off, c'est-à-dire que c'est un état fluctuant, qu'il y a des moments où il est au meilleur de sa forme, un peu comme hier, et puis il y a des moments où il est beaucoup moins présent, beaucoup moins capable de déployer tous ces domaines cognitifs. Et ça, je crois que ça explique les choses très conflictuelles qu'on entend depuis des mois, voire des années, où certains interlocuteurs disent « mais il est complètement absent, on a l'impression d'être avec quelqu'un qui est complètement incapable de déployer son intelligence », et d'autres personnes qui l'ont rencontré le jour suivant et disent dans la presse « mais c'est n'importe quoi, moi je l'ai vu, il était sharp as a knife, complètement au sommet de son art politique ». Donc très probablement, il y a quelque chose de fluctuant qui est réel dans ce qui lui arrive. Et à l'évidence, hier, il était évidemment dans une soirée que j'aurais appelée plutôt on, mais au débat, il était clairement dans un moment qui était off. C'est ça qui pose question quand non seulement il exerce les responsabilités qu'il exerce, mais aussi qu'il demande à continuer à les exercer pour 4 ans et demi de plus.
En tout cas, il nous reste à espérer que si sa candidature est maintenue, qu'il pourra compter sur le soutien de son équipe. Moi, au niveau politique, je sais que c'est pas nécessairement votre tasse de thé, mais au niveau stratégie politique, on pourrait espérer que des gens vont dire, écoutez, cet homme est un grand sage, il a fait des grandes choses, on a confiance en lui, ça peut être le capitaine du bateau, mais c'est pas lui qui va hisser les voiles, par exemple. Oui, alors le problème, c'est, vous avez dit, la confiance. Et moi, je me mettrais un peu plus dans la peau de l'auditoire dont je fais partie, et chez les gens qui lui sont peut-être encore plus durs, chez les personnes qui sont un peu sympathiques, c'est-à-dire l'angoisse qu'on ressent, l'angoisse d'anticipation à chaque fois qu'il prend la parole et qu'il va être dans un moment où il faut vraiment qu'il y ait une performance. Va-t-il y arriver ou va-t-il pas y arriver? Et je crois que lorsqu'on se tourne vers un leader politique, on a envie d'avoir confiance, on a envie de se sentir sécurisé dans le fait qu'il va, comme on dit, délivrer. Bien et sûr. ça, c'est quelque chose qui a été un peu perdu au cours des semaines précédentes. Donc, à savoir si le président Biden va réussir à rétablir cette confiance-là. Vous avez bien raison. Docteur Julien Cavana, on est privilégié d'avoir eu la chance de vous entendre sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Puis j'espère qu'on n'aura pas besoin d'intervenir trop souvent avec vous parce que ça veut dire que la situation s'empire pour le président Biden. Merci beaucoup, Docteur Cavana. Merci à vous. À bientôt. Julien Cavana, assistant neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous de votre écoute pendant la semaine et j'aimerais aussi remercier l'équipe ici qui travaille avec nous. Tout d'abord, évidemment, Stéphanie Villeneuve, notre collaboratrice, mais les gens à l'équipe de recherche, de journalistes à la recherche de Cube, Marianne Bessette, Florence Lamoureux, Cybèle Olivier et Max-Émile Sawyer, ainsi que nos deux techniciens fantastiques, Louis-Philippe et Jean-François et Jean-Philippe. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.